Yo la guilde et bienvenue dans cette vidéo concernant les classes de Ashes of Creation, plus précisément les 64 classes qui ont été annoncées par Intrepid Sudo il y a déjà quelques années. Je vais essayer de vous exposer le plus simplement possible ce nouveau système proposé par le jeu. Si vous êtes intéressé par le projet de Ashes of Creation et que vous cherchez un endroit pour en discuter ou même préparer l'Alpha 2 qui devrait bientôt sortir, ou alors que vous avez envisagé de vous prendre l'Alpha puis la Bêta et la Bêta 2, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo ici, alors n'hésitez pas de venir sur le Discord si vous cherchez une guilde pour cette alpha, et si vous envisagez de prendre un accès, eh bien n'hésitez pas d'utiliser mon lien qui est en description. Cette vidéo est le début d'une longue série sur le jeu de Ashes of Creation, donc si vous ne voulez rien rater et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors déjà, pour commencer, il n'y a pas vraiment 64 classes différentes. Je vais donc vous donner un peu plus de contexte. En fait, derrière le MMORPG Ashes of Creation et ses 64 classes, eh bien, se trouvent en réalité que 8 archétypes, chacun ayant 8 variantes. Ces variantes peuvent être perçues comme des spécialisations ou des rôles, car on les associe à 2 archétypes pour former une nouvelle classe. Ainsi, 8 multiplié par 8 donne donc 64, d'où la mention des 64 classes différentes. Je vous avais d'ailleurs traduit, en fait vous avez la version en anglais ici et je vous l'avais traduit en français, vous la trouverez en description sur le site camilabs.fr. Alors j'essaie de traduire au mieux le nom des termes anglais puisqu'on n'a pas encore de traduction officielle des différentes classes qui vont être proposées, mais ça peut quand même vous permettre de commencer à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc par exemple, vous voyez, vous avez les classes ici, donc les archétypes principaux, on voit bien qu'on en a 8 ici et 8 là, donc quand vous allez commencer le jeu, vous allez choisir une première classe, donc ça peut être Bard, ça peut être Clerc, ça peut être Fighter, Mage, etc. Et passer un certain niveau, eh bien, vous allez pouvoir choisir une nouvelle classe, donc une nouvelle fois parmi les 8 archétypes. Vous allez pouvoir soit renforcer votre classe actuelle, donc par exemple faire ce qu'on peut appeler une classe principale, donc qui sont du coup au nombre de 8, puisque si vous faites Bard, eh bien vous devenez un Ménestrel qui sera la version un peu supérieure du Bard. Et on peut imaginer que au lieu d'avoir des compétences qui vont être du coup mélangées, qui vont être un petit peu différentes, on va voir toujours les mêmes compétences, mais qui logiquement devraient être renforcées. Enfin en tout cas, j'imagine. Évidemment, vous avez comme ça, pour chacune des classes, eh bien sa version renforcée. Par exemple, Clerc et Clerc, eh bien ça fait un grand prêtre par exemple. Un combattant et un combattant, ça va faire un maître d'armes. Un mage et un mage, ça fait un archimage, etc. Et si on veut faire un paladin par exemple, eh bien on va partir d'un tank, puis ensuite prendre un clerc, et là, ça nous fait un paladin, logique. Donc du coup, l'idée des 64 classes distinctes, ça peut sembler intimidant, autant pour les joueurs que pour les développeurs. Cependant, le processus est moins compliqué qu'il n'y paraît. Lorsque vous choisissez une classe secondaire, vous ne gagnez pas de nouvelles compétences. Au lieu de cela, vous recevez des améliorations qui vont modifier non seulement l'apparence, mais aussi la fonctionnalité des compétences de base que vous aviez jusque-là. Chaque archétype possède donc un ensemble défini de compétences. Les joueurs peuvent alors choisir les compétences sur lesquelles ils souhaitent se concentrer. C'est d'ailleurs un sujet récurrent, c'est le degré de personnalisation qui est possible en général pour les joueurs dans un MMO. Contrairement à d'autres jeux, Ashes of Creation ne limite pas les actions qui sont disponibles. Le joueur, c'est lui qui va déterminer le nombre de compétences qu'il souhaite avoir sur sa barre d'action. En pré-alpha, par exemple, il est prévu que les archétypes aient entre 35 et 40 compétences, dont 15 à 20 qui sont sélectionnables. Par exemple, sur l'Alpha 1, nous avions un tableau de sélection de compétences passives mais aussi actives, assez simplifié, et il y avait également des compétences d'armes mais qui n'étaient pas encore disponibles. Du coup, les joueurs ils vont améliorer certaines de leurs compétences et pas d'autres en fonction de leur style de jeu, le style de jeu qu'ils veulent avoir. Et donc, c'est possible d'avoir beaucoup de compétences, mais avec un impact plus faible on va dire, vis-à-vis de ces compétences, ou au contraire moins de compétences mais être plus spécialisés et performants dans leur domaine. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça, si on fait un parallèle avec WoW, eh bien c'est comme si par exemple vous pouviez prendre toutes les compétences du mage, un petit peu comme c'est le cas dans WoW, on peut choisir un peu toutes les compétences qu'on veut, mais on va devoir se spécialiser en feu, en givre ou autre, et donc du coup, par exemple la Frostbolt, qui existe d'ailleurs dans Ashes of Creation, va être plus ou moins performante si on a investi des points dedans, et à ce moment-là, elle va peut-être faire plus de dégâts déjà, plus ralentir les cibles, etc. Donc en fait, investir dans les points de compétences va aussi être un petit peu comme investir dans des points de talent et donner des effets supplémentaires et de la puissance supplémentaire sur les sorts qui vous intéressent. Il y a un autre détail qui a été récemment observé, ça concerne la représentation visuelle des compétences. Par exemple, les compétences du combat se manifestent par une lueur dorée
celle de l'archer arbore une teinte par exemple vert clair, tandis que les compétences du clerc vont être plutôt par un effet blanc mêlé avec des nuances arc-en-ciel. Les tanks de leur côté disposent par exemple des compétences principales vont être plutôt de couleur bleue. Quant aux voleurs, eh bien, dans une des démonstrations, on avait vu qu'ils faisaient une sorte de dash comme ça ou un sprint et ça avait des nuances de vert sombre intense pour leurs compétences. Et donc envisageable que ces couleurs en fait soient du coup un signe pour les archétypes afin que les joueurs qu'on va croiser, qu'on affronte, eh bien, vont nous permettre en fait de déterminer quel type de classe ont nos adversaires. D'un coup d'œil comme ça, par rapport aux couleurs, on va savoir eh bien, quel type d'archétype il s'agit, etc. Et c'est un jeu qui va d'ailleurs comporter beaucoup de transmo et beaucoup de skins. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de choses autour de ça. Donc du coup, les systèmes de sorts et de couleurs va être un bon moyen d'identifier assez rapidement à quel type de classe on a affaire. Donc du coup, le code de couleur, effectivement, ça pourrait constituer un atout précieux et dans les joueurs identifier très rapidement dans un champ de bataille, par exemple, que ce soit PvE ou PvP, de quel type de cible on voit comme ça au loin. Par exemple, je vois des sorts qui sont plutôt blancs au fond d'un champ de bataille. Ben, je sais qu'il y a un clerc qui est en train de soigner, par exemple, et je vais essayer de contourner pour attaquer cette classe, par exemple. Tout dans Ashes of Creation est conçu de manière modulaire au niveau du développement et notamment grâce aux puissantes fonctionnalités de l'Unreal Engine 5. Ça signifie que les artistes peuvent facilement modifier et créer des compétences grâce à ce moteur très puissant qui facilite grandement la tâche pour l'avancement de leur projet. D'ailleurs, lors des dernières présentations, nous avons pu constater l'impact qu'a l'utilisation de Unreal 5, notamment avec les progrès de l'intelligence artificielle, que ce soit sur le plan visuel ou la génération de décors et la modélisation en temps réel. Dans tous les cas, depuis 2022, la majorité des outils modulaires et des systèmes étaient déjà fonctionnels, qu'il s'agisse de la création de personnages qui étaient déjà très aboutis, l'outil de création des sorts ou le système de météo. Ces éléments devraient être disponibles dans un état quasi final lors de la prochaine Alpha 2, ce qui devrait grandement accélérer le développement du jeu. Malgré tous ces outils, l'une des préoccupations majeures est la quantité de travail nécessaire pour créer donc du coup ces 64 classes. Avec au moins 15 compétences par archétype et nos 8 archétypes, ça représente 120 compétences de base. Cependant, chaque compétence peut être modifiée par 4 écoles d'augmentation, ajoutant du coup une couche supplémentaire de complexité. Néanmoins, il y a des indications que seules certaines compétences peuvent être augmentées, ce qui pourrait un petit peu simplifier le processus et du coup le nombre de sorts qui sont, on va dire, modifiables. Personnellement, je pense que leur système modulaire est bien conçu. Créer de nouvelles compétences ne devrait pas être un problème. Ça me fait un peu penser au système de l'éditeur de Warcraft 3 à l'époque, pour ceux qui se souviennent, le World Edit qui était très bien pensé et c'était du coup assez facile de créer de nouvelles compétences, de définir automatiquement les améliorations, les dégâts en fonction des niveaux, générer des textes, tout dépend du coup vraiment de la robustesse et comment ils ont pensé leurs outils initiaux et si c'est bien fait, effectivement, à ce moment-là, ils vont aller très vite derrière. Par exemple, Grit, qui est un sort de tank, qui va donner donc un buff sur les tanks du jeu, et bien ça donne une réduction de dégâts subis et ça diminue également les dégâts infligés et reçus de 15% par charge de courage que l'on peut donc, je suppose, accumuler grâce à d'autres compétences. Il est assez aisé d'imaginer qu'en renforçant notre rôle de tank ou en optant pour un second archétype de tank, les bonus ou malus deviendraient plus intéressants. Par exemple, la réduction de dégâts pourrait passer de 15 à 30% par charge, avec peut-être une diminution de la vitesse de déplacement à 15% au lieu de 30%, et une réduction de dégâts infligés à seulement 10%. D'un autre côté, si on choisit de combiner un archétype tank avec celui d'un archer, alors Grit pourrait peut-être prendre une nouvelle tournure. Ça pourrait augmenter vos dégâts de 15%, mais réduire votre vitesse de déplacement et votre armure de 20%. La couleur de l'aura pourrait également changer, passant du bleu au vert par exemple. On sent clairement que le potentiel de fusion des classes est là et qu'il offre de belles possibilités de gameplay afin de trouver des builds originaux, mais aussi un gros défi pour l'équilibrage du développement puisque le PVP va être vraiment très important. On a parlé dans la première vidéo d'arène, de PVP de masse, de système de ladder, de elo, de classement, etc. Donc évidemment, ça se joue énormément à ce niveau-là, mais ça sera probablement dédié dans une autre vidéo où je vous parlerai plus précisément du PVP parce qu'il y a effectivement pas mal de choses à dire. C'est vrai que la première fois que j'avais entendu parler de ce système de classe de Ashes of Creation, ça me semblait un petit peu compliqué à mettre en place. Mais c'est vrai qu'avec la technologie d'Unreal Engine 5 et la passion de l'équipe de développement, je pense que c'est possible que ces 64 classes deviennent une réalité. Et vous, quelle classe aimeriez-vous? Quel combo de classes, du coup, quel combo d'archétypes auriez-vous envie de jouer dans Ashes of Creation? Dites-le moi en commentaire. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, on est sur Discord. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao!